Oui, la journée. Allô, allô. Oui, la journée. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à celles et ceux qui prennent, si je puis dire, le cycle en cours de cette 7e convention du CRIF. Et puis, je dois dire qu'on a depuis ce matin, et je les vois, je les reconnais, on peut dire des gens qui sont fidèles, assidus et qui ont suivi cette convention depuis le début. Cette convention qui est extrêmement riche et riche en thématiques. Je voudrais vous dire que je vais plaider une seconde pro domo. Évidemment, je pense que vous avez fait probablement le meilleur choix d'être présent cet après-midi ici, non seulement parce qu'il y a des intervenants de qualité, mais parce que je pense que la question qui est posée, à savoir cette question essentielle de mon point de vue et qui est la plus prospective, l'islamisme a-t-il des alliés en démocratie ? C'est probablement à la fois une question contemporaine et une question aussi de réflexion dans un présent composé à un futur proche et plus ou moins lointain. Voilà, je voulais juste faire ce petit mot d'introduction. Je laisse la parole au modérateur. Je lui laisse le choix d'animer, de présenter, et puis j'aurai quelques mots de conclusion à la fin, juste pour vous dire que les auteurs vous retrouveront pour une signature et une dédicace de leur livre. C'est l'occasion d'approfondir les échanges de cet après-midi et de lire les auteurs. C'est une manière aussi de les soutenir. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, Alexandre Devecchio, donc c'est moi qui vais animer ces débats. Alors en guise d'introduction pour poser un peu le sujet, je vais me permettre de vous raconter une anecdote personnelle. Je suis journaliste, donc j'ai vécu finalement l'après 11 janvier, l'après attentat de Charlie Hebdo en janvier à l'intérieur de la machine, si j'ose dire. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment de sidération après ces attentats, et on s'est dit que c'était peut-être la fin du politiquement correct et qu'on allait pouvoir aborder certaines questions de manière beaucoup plus libre. Or, quelques semaines justement après cette marche du 11 janvier, où on parlait énormément de liberté d'expression, on s'est aperçu que les tabous habituels revenaient. Je me souviens d'avoir assisté à une conférence surréaliste entre Tariq Ramadan et Edwy Plenel, moins d'un mois après les attentats, où les deux intervenants expliquaient que finalement les journalistes de Charlie Hebdo l'avaient peut-être un peu cherché. Et donc on voit bien aujourd'hui que les défenseurs de la démocratie semblent parfois aussi être les alliés de l'islamisme, et on va essayer de se demander par quel mécanisme finalement la démocratie et peut-être les droits de l'homme ont été dévoyés par cette idéologie, et est-ce que oui ou non il y a finalement des complices de cette idéologie dans l'appareil d'État et dans les médias. Je vais commencer par vous présenter nos invités. Zineb El Razaoui, donc vous êtes... Je crois qu'on ne la présente plus en fait, mais je vais quand même le faire. Donc journaliste et militante des droits de l'homme, franco-marocaine. On connaît votre histoire à Charlie Hebdo, et vous signez un livre qui vient de paraître aux éditions Ring, qui s'appelle « Détruire le fascisme islamique ». Et je crois que je l'ai lu, c'est vraiment un livre écrit, je dirais, avec la rage des insoumis, comme je l'ai écrit, mais en même temps, c'est également une solide argumentation. Et donc votre thèse, c'est que l'islamisme est un nouveau totalitarisme. Vous expliquez aussi qu'il a des alliés finalement dans la société française. Jean Birenbaum, vous êtes journaliste au Monde, directeur du Monde des livres. Votre dernier ouvrage, Un silence religieux, s'interroge sur le rapport finalement de la gauche à l'islamisme, au djihadisme. Vous moquez un peu des rien à voir, de ce que vous appelez les rien à voiristes, pour qui finalement
l'islamisme, le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam, mais au-delà de ça, je crois que c'est une réflexion plus profonde sur l'incompréhension d'une partie de la gauche, pour des raisons historiques, notamment du fait religieux. Voilà. Brigitte Stora, donc vous êtes journaliste indépendante et chanteuse, si je ne me trompe pas. Vous êtes l'auteur de « Que sont mes amis devenus ? Les Juifs, Charlie, puis tous les nôtres », paru en janvier aux éditions Le Bord de l'eau. Dans les années 80, vous avez été militante antiraciste. Je crois que vous avez participé à la marche des beurs, si je ne me trompe pas. Et vous livrez finalement une réflexion également sur une certaine gauche qui, selon vous, a dérivé peut-être vers l'islamo-gauchisme et même vers l'antisémitisme. J'ai bien résumé. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Je vais commencer par Zineb. Quand on lit votre livre, finalement, vous répondez très vite à la question « L'islamisme a-t-il des alliés en démocratie ?» Vous allez même plus loin, puisque vous parlez de collaborationnistes. C'est un mot finalement assez fort qui fait référence à la Seconde Guerre mondiale, à une France occupée. Est-ce que finalement vous n'allez pas trop loin dans la comparaison? Et sinon, qui sont ceux que vous appelez les collaborationnistes? Alors, pour moi, le terme collaborationniste est entièrement justifié à partir du moment où je parle de fascisme. Parce que, pour moi, l'idéologie islamiste dont je parle dans ce livre n'est pas une idéologie comme voudraient nous le faire croire les islamistes, n'est pas une idéologie fréquentable, c'est-à-dire ce n'est pas un acteur politique comme les autres avec un référentiel conservateur issu de la culture islamique. Non, on ne parle pas de ça, on parle d'une idéologie qui a beaucoup en commun avec les fascismes. D'abord son impérialisme, son sexisme répressif envers les femmes, qu'elle veut complètement faire disparaître, les homosexuels, le fait que c'est une idéologie qui avance masquée aussi, qui se présente avec des programmes attrape-tout en termes de revendications sociales, etc., pour finalement pratiquer tout autre chose une fois arrivé au pouvoir. C'est aussi une idéologie qui a un uniforme, un prêt-à-penser, un jargon, un drapeau, et qui considère que tout ce qui n'est pas tout ce qui n'est pas elle, tout ce qui est autre, est quelque chose à détruire, à anéantir par les armes. C'est une idéologie qui considère que le monde se divise entre la maison de l'islam, et pas n'importe laquelle encore. Là, on ne parle pas de l'islam avec un grand I, c'est-à-dire les territoires de la civilisation islamique. On parle de l'islam appliqué tel que de la charia stricto sensu, tel que la souhaitent ces gens-là. Donc pour moi, collaborer avec une idéologie pareille, qui est la négation de la démocratie, la négation de la liberté, qui est quelque chose qui est pour moi l'une des plus grandes menaces qui pèsent aujourd'hui sur la raison, sur l'intelligence, sur la liberté, sur la démocratie, c'est du collaborationnisme. Et j'ai essayé de citer quelques exemples de ces collaborationnistes qui sont présents dans la société. Donc je parle par exemple d'une catégorie de féministes, notamment les féministes qui adoubent la notion du féminisme islamique, qui pour moi est une aberration, un non-sens. Un paradoxe, enfin, de parler de féminisme islamique. Je pourrais expliquer pourquoi. Je parle également d'une certaine classe d'hommes politiques qui, de compromission en compromission, pour des calculs électoraux, eh bien, préfèrent voir la société en des parts de marché, préfèrent s'acheter un vote communautaire en cédant des salles de la mairie pas chères pour des activités cultuelles, sous couvert culturel, etc. Je parle aussi malheureusement de l'islamo-gauche. Cette islamo-gauche qui, à mon sens, commet la bêtise politique, la bêtise intellectuelle de considérer les musulmans, encore faut-il désigner d'abord ce qu'on entend par les musulmans. Est-ce que ce sont des gens nés dans l'islam, ou est-ce que ce sont des gens qui ont choisi l'islam? Et puis, est-ce que ce sont des gens qui se définissent comme tels ou que l'on désigne comme tels? Est-ce que ce sont des gens qui appartiennent à cette culture ou bien qui revendiquent l'application de l'islam comme mode de gestion de la cité? Mais toujours est-il que cette islamo-gauche
dans une condescendance insupportable, un paternalisme qui pour moi confine à du racisme, et j'expliquerai pourquoi, considère en fait les musulmans, comme cette masse monolithique de personnes, comme un nouveau prolétariat, comme des gens avec qui il faut être sympathique et voilà, qui auraient des revendications politiques qui sont pareilles. Enfin, c'est absolument insupportable et pour moi, c'est l'une des composantes majeures de ceux que je désigne par collaborationnistes du fascisme islamique. Il y a une autre catégorie, eh bien, les antiracistes qui prennent le différentialisme culturel finalement pour de l'antiracisme. Pour moi, il y a les antiracistes universalistes, ceux qui n'ont pas oublié que l'antiracisme est un noble combat pour gommer les différences entre les hommes, pour avoir finalement pour bâtir un monde composé de personnes qui ont les mêmes droits, les mêmes devoirs dans leur spécificité. Et il y a une autre catégorie d'antiracistes qui sont des gens qui ont fait de l'antiracisme un combat, une petite lutte pour défendre la portion congrue et ce qu'il y a chez de plus diviseur chez les gens. Cette catégorie d'antiracistes-là, pour moi d'ailleurs, pour moi leur antiracisme est quelque chose qui peut se discuter parce que vouloir extraire une partie de la société aux lois, vouloir la traiter différemment, sous-entendre à travers chaque lutte qu'une partie de la société finalement est inférieure, qu'il faut être plus sympa. Ok, nous on a certaines valeurs, mais on va accepter que les musulmans fassent autrement, vous comprenez, c'est des gens qui sont condamnés à être régis par leurs coutumes, il faut respecter ça. C'est, voilà. Pour moi, ce sont aussi des collaborationnistes du fascisme islamique. Et puis il y a une catégorie plus attendue, cette catégorie que l'on appelle en France les imams modérés. Heureusement pas tous, mais les imams modérés, un imam est un imam, il en faut dans une société, et ce sont des hommes de religion, donc je n'attends pas d'eux non plus qu'ils fassent le déni de ce qu'ils sont, mais vous voyez toute cette ambivalence entre cette prérogative qui prétend représenter les musulmans, et puis en même temps crier au pas d'amalgame, etc. à chaque fois, et dire non, ceci n'est pas l'islam, attention, ceci n'est pas l'islam, on condamne le terrorisme, bien sûr, puisque nous sommes des imams modérés. Donc je dis à ces imams qu'on n'attend pas d'eux qu'ils condamnent le terrorisme, puisque le terrorisme est condamné par la loi. On attend d'eux qu'ils condamnent, qu'ils se penchent véritablement sur cette théologie, et qu'ils condamnent ce qu'il y a à l'intérieur de cette idéologie qui produit le terrorisme, plutôt que d'en faire le déni. Je cite par exemple le débat de cet été sur la burqa. A-t-on entendu un seul imam modéré de France lever le petit doigt pour dire attendez, vous savez qu'on peut être musulmane et porter le bikini, il n'y a aucun problème à ça? Eh bien non, la majeure partie de ces imams modérés vont toujours rejoindre le camp des pleurnichards de l'islamophobie, que je désigne absolument sans hésiter d'imposture intellectuelle. Donc ces catégories-là, en fait, elles sont, et je vais conclure rapidement, ces catégories, elles sont victimes de deux confusions intellectuelles majeures. La première, c'est celle à mon avis, le péché originel, c'est la non-compréhension de ce qu'est la démocratie. La démocratie, selon les islamistes dans le monde, c'est ce qui sort des urnes. Vous voyez, ils diront qu'en Turquie, en Égypte, ils ont été démocratiquement élus puisque le peuple, dans sa majorité, les a désignés. On sait parfois que les urnes peuvent sortir des monstres, n'est-ce pas? L'histoire l'a démontré. Et d'ailleurs, je donne un exemple dans mon livre. Je dis qu'aujourd'hui, dans la majeure partie des sociétés où l'on a dénié la raison, on a interdit les libertés, les droits de l'homme, des sociétés où il y a eu un rapt de libre arbitre des gens, si l'on soumet par exemple une question telle que l'homosexualité à référendum dans la majeure partie des pays musulmans, eh bien 99%, 98% de la société vous dira probablement qu'il faut pendre les homosexuels ou les castrer chimiquement ou les emprisonner à vie. Mais est-ce démocratique pour autant ? Même si la majorité le souhaite. Pour moi, la démocratie
n'est pas uniquement ce qui sort des urnes. La démocratie, c'est d'abord la sanctuarisation des institutions, la sanctuarisation des droits de l'homme, la protection des minorités, la protection des libertés, la protection des droits humains, la garantie d'un fonctionnement libre et égalitaire d'une société. Lorsque n'importe quelle formation politique admettrait une constitution garante de tous ces droits et de toutes ces libertés, à ce moment-là, cette formation politique devient une formation politique fréquentable. Et pour le moment, ce n'est pas le cas des islamistes, d'aucun parti islamiste sur Terre. La deuxième confusion intellectuelle, et je conclus, c'est justement sur la question de l'antiracisme. Aujourd'hui, en France, on ne peut plus parler d'islam sans dire attention, c'est une religion de paix et d'amour. Hein, avant de dire quoi que ce soit, on va dire ça. Mais enfin, pourquoi ça serait la seule religion de paix et d'amour sur Terre? Pourquoi soustrait-on l'islam à la raison? N'est-ce pas ça le racisme? N'est-ce pas de considérer une culture, une identité comme étant quelque chose de non critiquable, qu'on ne peut pas critiquer, qui est comme ça, qui est figé. Donc cette confusion, c'est celle qui consiste à dire il faut traiter une partie de la société autrement parce que cette partie de la société, eh bien, elle est réfractaire à nos valeurs. C'est complètement faux. C'est complètement faux et l'admettre, l'adouber et militer dans ce sens, c'est exactement ce que moi j'appelle le racisme aujourd'hui. Juste, Jean Mirandon va pouvoir réagir, mais je voudrais juste que Brigitte réagisse peut-être autour de la question de l'antiracisme, parce que je pense que c'est une question sur laquelle vous avez des choses à dire. Est-ce qu'il y a un racisme finalement des antiracistes? Est-ce qu'il y a un racisme de quoi? Des antiracistes, ce que soulignait Zineb. Est-ce qu'il y a une dérive finalement de cette idéologie antiraciste et multiculturaliste? Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Est-ce que vos anciens amis ont dérivé? Oui, bien sûr, je partage beaucoup de choses de ce que vient de dire Zineb. Tout à l'heure, vous m'avez présenté comme quelqu'un qui a fait la marche des beurs. Non, je n'ai pas fait la marche des beurs. J'ai juste eu la chance d'avoir 20 ans en 80, c'est-à-dire dans une époque où le militantisme d'extrême gauche, puisque j'étais à la Ligue pendant des années, était d'abord lié à des valeurs, on avait l'impression, enfin, on était dans un moment anti-totalitaire, c'est-à-dire qu'on se battait autant pour, évidemment, le Chili sous Pinochet, l'apartheid en Afrique du Sud, mais aussi Solidarność, mais aussi ce qui se passait dans les pays de l'Est. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'être sorti de ce moment totalitaire. Et puis aussi, il y avait eu les luttes avant nous, et pendant d'ailleurs, la lutte des Afro-Américains, les droits civiques aux États-Unis, donc le début des grandes luttes antiracistes, le mouvement des femmes, bien sûr, le mouvement féministe, le début de la sortie du placard pour les homosexuels. Donc tout ça nous mettait dans une espèce de fraternité humaine, moi j'ai envie de dire ça, parce que l'universalisme, en fait, c'est la base pour penser l'égalité, pour penser la liberté, la fraternité. J'aime beaucoup ce que vous avez dit quand vous dites les parts de marché. On a l'impression qu'une certaine forme de libéralisme économique l'a emporté, même sur les idées, finalement, où on est maintenant chacun assigné à résidence communautaire, avec des catégories, et non plus des luttes en commun. C'est ce que développent certains aujourd'hui, l'intersectionnalité des luttes et compagnie. Donc tout est mis en concurrence, hein, les gens, les groupes, les mémoires. Le livre que j'ai écrit raconte un peu 15 ans de solitude juive, parce que je constate, et j'ai constaté comme beaucoup d'entre nous ici, que la parole anti-juive qui s'est libérée donc clairement à partir d'octobre 2000, le début de la deuxième intifada, une parole anti-juive qu'on entendait dans les manifestations, donc mort aux juifs, dans les manifs pro-palestiniennes,
mais aussi dans les journaux, avec un certain nombre de penseurs qui ont commencé à reparler de la question juive, comme si on pouvait encore en parler après qu'il y ait eu une solution apportée. Il y a eu donc cette solitude qui a été jusqu'à une solitude presque totale au moment de la mort d'Ilan Halimi ou des enfants de Toulouse, où passé l'effroi, finalement on s'est retrouvé seul. Il n'y a pas eu de grand mouvement, il n'y a pas eu de... Mais si j'ai intitulé mon livre après Les Juifs, Charlie, puis tous les nôtres, c'est parce que je pense toujours, comme je le pensais avant, quand je militais, que le problème de l'antisémitisme, ce n'est pas le problème des Juifs seulement. Walter Benjamin parlait d'avertisseurs d'incendie, et je crois qu'on l'a déjà dit dans d'autres tables rondes. Ce qui arrive aux Juifs, en général, ne se termine pas avec les Juifs. Et vous parliez de totalitarisme, je suis d'accord. Je pense qu'on est avec l'islamisme dans un nouveau moment totalitaire, d'une certaine manière. Pas que, parce que bon, il y a Trump aux États-Unis, Poutine en Russie, et d'ailleurs tous ces gens-là sont... Je me permets de vous interrompre parce qu'on peut vraiment comparer Trump et l'islamisme. Non, il ne s'agit pas de comparer. Non, mais Non. est-ce qu'on peut considérer que le poutinisme et le trumpisme sont des totalitaristes, que vous avez Ça nous ferait aller un peu loin. Ce que je constate, c'est qu'il y a une espèce de, on va dire, d'extrémisme identitaire qui consiste à dire, voilà, c'est moi contre les autres. Bon, d'ailleurs, ces gens-là ont des liens. Trump et Poutine sont liés, voilà. À Alep, ceux qui sont massacrés ne sont pas, c'est pas Daesh apparemment, dans un silence absolument incroyable et inadmissible. Voilà, on est dans un moment, il y a un vent mauvais qui souffle sur la planète, on va voir ce que ça va donner là, en Autriche, en Italie, etc. Mais disons que la montée du populisme un peu partout, la montée de l'antisémitisme et du racisme un peu partout, ne sont pas des bonnes nouvelles. Et ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, ce qui arrive aux Juifs, ça a été vrai aussi pour le nazisme d'une certaine manière, pour le stalinisme, pour aujourd'hui l'islamisme. Les Juifs sont ciblés parfois en priorité, en tout cas dans le discours. Pour les islamistes, c'est très clair. Je veux dire, c'est pas Israël, ni sa politique, ni les implantations, que sais-je. C'est vraiment les traîtres de Médine et compagnie. Enfin, c'est très, très clair. Mais ça touche aussi, on le sait, le monde arabe d'une manière catastrophique. Et ça touche, à la fin, toutes nos libertés, la démocratie et toutes nos valeurs. Voilà, je crois que c'est donc autour de nos valeurs qu'il faut aujourd'hui se rassembler, dire effectivement qu'on ne peut pas faire des alliances quand on est de gauche ou même quand on est démocrate, allons plus loin, avec les frères musulmans, qu'on ne peut pas impunément leur donner les tribunes qu'on leur donne régulièrement. Et ça, hélas, dans les médias, à l'université, on le sait. Moi, j'ai insisté là-dessus parce que, bon, c'est vrai, on parle des Maghrébins, de leur paume identitaire. Souvent, on le voit même avec nos propres enfants. Il y a un déficit d'espérance dans ce monde. Il y a des problèmes d'identité face à la mondialisation, etc. Bon, mais à qui on a dit, à ces jeunes, par exemple, qui n'ont pas observé la minute de silence après Charlie Hebdo, eh bien, les organisations antiracistes, je pense au MRAP, le MRAP que notre ami Charb avait rebaptisé le mouvement pour le respect aux prophètes. Je pense à la Ligue des droits de l'homme, je pense à un certain nombre d'intellectuels, je pourrais citer, mais bon, que vous connaissez, à certains médias. Ces gens-là ont justifié, ont cachérisé, on va dire ici, on comprendrait mieux, cette idée de l'islamophobie, de machin. Donc, ces gamins ont dit, ah bah oui, ils ont insulté le prophète, ils sont racistes. Parfois, ils ont 15-16 ans et il faut continuer à leur parler. Mais quand il y a des Badiou, des Edgar Morin, des Plenel, etc., qui ont des pleines pages pour expliquer la même chose, pour piétiner la minute de silence et pour cracher sur les cadavres encore chauds de nos anciens camarades, là, je dis halte. Il faut vraiment rétablir les choses, dire que
Les juifs sont touchés, les droits des femmes sont touchés, les droits des homosexuels sont touchés, la démocratie est touchée. Et c'est donc avec nos valeurs qu'on va se réarmer. Merci. Jean Birenbaum, on a parlé là beaucoup d'idéologie. Vous parlez davantage du fait religieux dans votre livre. Vous êtes peut-être moins sévère finalement avec l'idéologie antiracisme, multiculturalisme, et vous expliquez que la complaisance de la gauche est finalement liée à une incompréhension du fait religieux. Oui, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là, je suis ravi de participer à cette discussion. Effectivement, même au-delà de la gauche, puisque la question c'est y a-t-il des alliés pour l'islamisme en démocratie, je crois que c'est toujours agréable et c'est parfois nécessaire de désigner des gens qui auraient telle ou telle complaisance ou dont les comportements seraient disons des aides objectives à tel ou tel mouvement islamiste. Mais en fait, un problème qui se pose à nous en permanence, c'est que, en fait, quelque part, nous sommes tous des alliés objectifs, comme on disait à la grande époque, d'une certaine idéologie, notamment islamiste, puisque finalement, nous sommes très très mal préparés, hein, vous savez, à y faire face, ne serait-ce qu'à la prendre au sérieux, et à ne pas tout de suite réagir en disant ces gens qui disent ce qu'ils disent, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils disent, ce que nous disons tout le temps, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Et donc, vous savez, il y a je voudrais prendre cette histoire, cette petite vidéo de revendication, pour vous dire à quel point, quelque part, nos croyances à nous sont ébranlées ou mises en cause par la croyance extrêmement dure et sanglante des djihadistes en particulier. Larossi Abala, qui est ce jeune homme qui a tué les 2 policiers à Magnanville, vous savez, il a fait une revendication, il l'a filmé en direct quasiment avec son iPhone, en selfie comme ça. Il était juste à côté du cadavre de cette femme qui venait d'égorger. Et c'est une vidéo assez longue, il est serein, il est très calme. Il a des propos comme ça sur les textes, sur les versets, sur la minorité qui s'avance sur le chemin de la vérité, sur les mauvaises interprétations du Coran. À un moment donné, il a un point beaucoup plus opérationnel et pratique sur des gens très précis qu'il le cible, qui sont, dit-il, à abattre dans les plus brefs délais. Et il conclut en disant, et il y a une espèce de protocole oratoire comme ça, où il dit, voilà, je voudrais conclure par ces mots, par cette formule, il dit « Le croyant est le miroir du croyant ». Et si on y réfléchit bien, cette formule a quelque chose de très profond, c'est-à-dire qu'effectivement, la croyance qui arme et qui met en mouvement les djihadistes par-delà les frontières, aujourd'hui dans le monde entier, tend un miroir extrêmement cruel et sanglant à nos propres croyances. Et au premier rang de ces croyances, chez nous, et notamment, puisqu'on parle des alliés en démocratie, eh bien, nous vivons dans des démocraties qui ont été largement fondées, qui sont aujourd'hui théorisées par des figures ou un esprit commun qui considèrent largement que la religion était quelque chose qui était appelé à disparaître, qui était une sorte de chimère vouée à être dissipée par le progrès social, par la justice, par l'émancipation. Et ça, c'est une idée qui concerne au premier chef la gauche, mais pas seulement la gauche. Donc nous avons tous été quelque part, nous avons baigné dans ce bain de sécularisation, comme ça, dans cet esprit commun qui veut que la religion est une sorte de chimère et que ça ne peut pas être cette espèce de chose incroyablement high-tech et d'avenir. Hein. Vous savez que Christian Jambet, le grand islamologue Christian Jambet, disait, avant même les attentats du 11 septembre, aujourd'hui, l'islam politique est la seule religion à se proposer de façon militante comme avenir de ce monde. Il le disait comme ça, avant même le 11 septembre. Aujourd'hui, ce mouvement est extrêmement puissant. C'est la seule, quelque part, moi c'est d'ailleurs le coup d'envoi du livre que j'ai écrit, c'est cette espèce d'angoisse qui est un constat aujourd'hui. Cette espérance-là, Brigitte Stora a prononcé le mot d'espérance, cette espérance-là est la seule espérance qui aimante toute une jeunesse à travers le monde entier et au nom de laquelle des milliers de jeunes sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde, y compris des milliers de jeunes européens. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et donc, il faut... Pardon, je vais boire un peu d'eau. Je prends des médicaments qui me donnent soif, entre autres. Il faut avoir ça en tête, il faut être capable de prendre au sérieux, parce qu'on peut toujours dire oui, c'est un tel qui noue telle alliance, etc. En fait, les choses sont souvent beaucoup plus compliquées que ce qu'on croit. Et la question principale qui se pose à nous, c'est d'arriver
à prendre au sérieux ce que Michel Foucault, le philosophe, appelait la spiritualité politique. Vous savez, c'est au moment en 78, quand il fait ses reportages en Iran, pendant la révolution iranienne, il est frappé par la puissance incroyable des revendications religieuses. Il croit que c'est d'abord une révolution sociale ou politique, et puis il voit que, boum, ce qui lui explose au visage, c'est la puissance de ce qu'il appelle la spiritualité politique, c'est-à-dire la façon dont la spiritualité peut embraser la politique, et dont la politique peut mettre le feu à la religion. Et ça, c'est quelque chose que nous avons largement oublié. Et donc, bon, vous parliez de confusion. Oui, on est en permanence dans nos croyances. C'est-à-dire qu'on est tous, une certaine droite est convaincue que les djihadistes sont tous des immigrés, des réfugiés, des étrangers, alors que ça n'est pas le cas, qu'il y a ce fameux djihad de souche, de gens qui viennent de partout, y compris de tel ou tel village normand et de tradition catholique, etc. Une certaine gauche est persuadée que ce sont tous des misérables, des paumés, des pauvres, etc., alors que ça n'est pas le cas non plus. Beaucoup d'entre eux ont fait des grandes écoles, viennent de milieux bourgeois, etc. Et puis beaucoup d'entre nous, que ce soit de droite ou de gauche, sont persuadés que ce sont tous des débiles, des ignares, des ignorants. En permanence, on rappelle qu'ils viennent de se convertir, qu'ils connaissent rien au Coran. Et là aussi, c'est faux. Vous savez qu'il y avait ce débat dans les années 80-90 entre Alain Finkielkraut et le sociologue Christian Baudelot sur l'école. Alors c'était, est-ce que le niveau monte, le niveau baisse? Déjà à l'époque, Alain Finkielkraut considérait que le niveau baissait. Il faut rassurer Alain Finkielkraut sur ce point. Aujourd'hui, en tout cas chez les djihadistes, le niveau monte en permanence. Tous ceux qui écoutent, qui regardent, qui lisent leurs textes, il n'y a pas de crise de la presse chez les djihadistes. Ils créent des magazines, ils créent des journaux. Et du point de vue du style, comme du point de vue de l'érudition, ils sont de plus en plus forts. Donc, on a comme ça tout un tas de croyances et d'illusions qui sont les alliés, là pour le coup, objectifs de ce mouvement qui, effectivement, comme vous l'avez dit, passe toujours pour un mouvement de faibles, de nuls, d'ignares, de psychopathes, alors qu'il est pas du tout faible, qu'il est aujourd'hui même donc la seule espérance qui aimante les jeunes à travers le monde. Il n'y en a pas d'autre. Donc de ce point de vue, il humilie l'ancien internationalisme de la gauche et il défie de façon extrêmement violente le capitalisme. Et donc, une autre chose, vous l'avez dit, vous avez prononcé le mot espérance, c'est extrêmement important. Parce que là, on se balade dans les rues, il y a des gens qui dorment partout, par terre, dans le froid, etc. Aujourd'hui, tout le monde crée des printemps républicains, les Suisses se demandent comment faire en fonction des valeurs suisses, les Français se demandent comment faire en fonction des valeurs françaises. Mais ce mouvement, il est international, il est la seule espérance donc, au nom de laquelle, etc., je ne vais pas reprendre, le seul moyen de lui faire face, et de ne pas être son allié objectif, c'est de recréer les conditions d'une espérance qui elle-même sera sans frontières, et quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen. C'est qu'il faut d'abord être capable de les prendre au sérieux. Ça veut dire être capable de renouer avec le sens du symbolique, parce qu'ils ont le sens du symbole. Nous sommes très nombreux à considérer que quand une mesure est symbolique, ça veut dire que c'est rien du tout. Alors qu'eux savent très bien que pour l'humanité, et normalement quand on a un rapport à la Bible par exemple, on sait très bien que le symbole, c'est ce qui peut armer ou structurer un être humain. Il faut renouer avec aussi une question très importante, donc, qui est celle de l'espérance, c'est-à-dire être capable de se dire un petit au-delà. Vous savez, dans le rap contemporain, on en avait parlé ensemble. Dans le rap contemporain, la question de l'au-delà, elle est permanente. Il y a ce rappeur que vous aimez tous, j'en suis sûr, qui s'appelle Booba, qui appartenait avant à un petit duo qui s'appelle Lunatic. Et ils ont à un moment donné cette phrase, ils disent « Heureusement, on a l'au-delà pour nous maintenir ». Cette idée toute bête qu'on ne peut pas se tenir bien et tenir bon sans avoir un petit au-delà, eh bien, elle a structuré bien au-delà de la religion, justement, elle a structuré même la politique. Je dirais, toute politique digne de ce nom a toujours voulu proposer un petit au-delà du monde contemporain, de ses injustices, de ses inégalités sociales, de sa pauvreté, de ses guerres, etc., etc. Donc il faut proposer quand même, être capable de reconstruire une perspective, un horizon pour la jeunesse et ne pas se dire simplement ces gens sont des monstres. Parce que moi, je suis archi convaincu que quand une jeune femme se réveille un matin et décide de partir en Syrie alors qu'elle est dans une classe préparatoire d'un bon lycée, ce qui se passe dans sa tête, c'est pas qu'elle s'est dit « je suis un monstre et je vais aller décapiter plein de gens en Syrie ». Non, son discours, c'est un discours qui a un rapport à la question de la justice, à la question de l'émancipation, à la question de la misère de la société dans laquelle elle vit. Et donc il faut être capable à la fois de considérer son élan comme un élan meurtrier et sanglant, et en même temps de se dire qu'il fait symptôme de notre monde contemporain et de notre incapacité à reconstruire une espérance. Et la dernière croyance à laquelle je voulais faire allusion, cette espèce d'obsession, parce que c'est directement lié à la question de l'allié objectif ou de l'allié tout court en démocratie, c'est cette obsession de ne pas faire le jeu de. Ne pas faire le jeu de.
à l'époque coloniale. Moi, j'ai un chapitre dans mon livre sur la guerre d'Algérie. Beaucoup de gens qui voyaient les crimes du FLN, des soutiens, les gens qui soutenaient le FLN et dans son combat pour l'indépendance, ne voulaient pas parler des crimes du FLN parce qu'ils avaient peur de faire le jeu de l'OS, de l'extrême droite, des partisans de l'Algérie française. Pendant la période du stalinisme, des philosophes antitotalitaires comme Claude Lefort disaient toujours on devrait pouvoir défendre une perspective socialiste d'émancipation et en même temps dénoncer les crimes du stalinisme sans être traité d'agent de la CIA ou de quelqu'un qui fait le jeu de la CIA ou de l'impérialisme, etc. Aujourd'hui, c'est à nouveau la même chose. On devrait pouvoir être capable de tenir les deux bouts et à la fois de dénoncer ce mouvement, de dire les choses, de ne pas faire comme si ça n'avait rien à voir avec l'islam, ce qui d'ailleurs veut dire trahir tous les intellectuels musulmans qui travaillent, eux, qui savent très bien que ça a à voir avec l'islam, qui travaillent à soustraire leur foi et leur spiritualité à ceux qui veulent en faire une grimace sanglante. Donc on devrait pouvoir affirmer, mais bien sûr ça a à voir avec l'islam, et bien sûr il y a un front interne à l'islam extrêmement important, on devrait pouvoir dire tout un tas de vérités sur ce mouvement djihadiste à l'échelle de la planète, et en même temps ne pas toujours avoir peur d'être accusé de faire le jeu de, et vous voyez bien de qui je parle là. Donc ça veut dire tout un tas donc, de croyances, de zones aveugles, de silences qui sont les nôtres, et qui sont bien plus en fait que telle ou telle personne les alliés objectifs de ce mouvement dont on parle aujourd'hui. Une réaction, je dirais une réaction peut-être, et une question aussi de ma part. Est-ce que finalement, si l'idéologie islamiste progresse aussi vite, notamment dans nos démocraties, c'est pas justement parce que les démocraties libérales européennes, uniquement fondées sur la société de consommation, produisent un vide métaphysique, je dirais, consumériste, qui est lui aussi, d'une certaine manière, l'allié des idéologies les plus radicales. Alors, d'abord une réaction. J'étais très contente de cette conclusion sur la question du jeu de, parce que ça, en effet, c'est l'une des méthodes principales pour museler toute critique. Toute critique de l'islam, de l'islamisme, toute tentative d'essayer de voir de façon claire et rationnelle cette question de l'idéologie islamiste aujourd'hui dans le monde et en France. On devrait presque s'accommoder de cette idéologie pour ne pas faire le jeu de l'extrême droite. J'ai envie, en fait, sur cette question-là, de dire que serait aujourd'hui l'extrême droite sans les islamistes ? Et que seraient les islamistes aussi sans l'extrême droite ici en Europe ? Ce sont, je reprends l'image des miroirs, ce sont les miroirs inversés en fait. Donc, ils n'ont absolument pas le même projet de société, certes, mais exactement la même méthodologie, les mêmes outils discursifs, la même vision de la société divisée en communautés qui n'ont pas les mêmes droits. Alors, certains estiment qu'il y a la France catholique, blanche, romaine, ancienne, qui prime donc par son ancienneté, et puis les islamistes, eux, priment sur le reste aussi de l'humanité par la volonté d'Allah. Donc ce sont des gens qui ont la même approche finalement, même s'ils ne défendent pas évidemment le même projet de société. Voilà, je voulais ajouter ça. Maintenant, sur la question du vide spirituel, écoutez, je ne sais pas, je ne vais pas m'aventurer à faire une analyse comme ça maintenant, en tout cas une question que je ne me suis pas posée dans ce sens. Je me la pose en revanche dans le sens aujourd'hui on parle beaucoup de déradicalisation. Donc je me dis, mais comment peut-on prétendre, en France ou ailleurs, faire de la déradicalisation sans nommer, en fait, sans définir les ressorts de la radicalité ? Moi, personnellement, je ne connais qu'une seule façon, une seule et unique et incontournable façon de faire de la déradicalisation, c'est la critique de l'islam. On ne peut pas aujourd'hui faire de la déradicalisation en France
en soustrayant l'islam à la critique, en disant ça n'a rien à voir, en fait, ça a à voir avec la pauvreté, le colonialisme, le racisme, le consumérisme, le vide politique. Toutes ces choses-là, on sans doute, oui, sans doute, elles s'entremêlent et elles ont une influence sur cette question, évidemment. Mais pour moi, la question de l'islamisme, elle est inhérente à la religion musulmane, elle est inhérente à une religion sur laquelle il n'y a jamais finalement eu de réflexion et de raison. C'est un dogme figé depuis des siècles. Toutes les personnes qui se sont frottées à la critique de ce dogme l'ont payé souvent de leur vie. Hein. C'est arrivé à mes collègues de Charlie Hebdo, c'est arrivé à Averroès, c'est arrivé à El Halaj qu'on a crucifié, à Averroès dont on a brûlé les livres. La critique, le refus par la violence, le refus total et absolu de la critique de la religion islamique est quelque chose que nous autres personnes issues de culture islamique connaissons depuis longtemps, puisque nous avons grandi dans des pays où les lois du quotidien font que c'est une question intouchable. Nous devons garder à l'esprit que cette idéologie qui, aujourd'hui, que j'ai désignée, que j'ai qualifiée d'impérialisme et qui est en train d'essayer de percer ici par des ressorts associatifs, politiques, etc., c'est une idéologie qui soumet intégralement des centaines de millions d'âmes à travers le monde et qui est le déni absolu de la liberté. Comment peut-on aujourd'hui, encore en France, se demander si le problème ne vient pas de la politique urbaine des banlieues ou de l'échec de la politique, même si ces choses ont certainement une influence. Donc je pense que si les gens de Charlie Hebdo ont été assassinés sur une question qui peut paraître anodine, qui est celle de la critique de l'islam, ce n'est pas quelque chose de fortuit, c'est parce que justement ils ont mis le doigt par là où il faut commencer. Déradicaliser, c'est dire, écoutez, maintenant on va se pencher sur ce livre, on nous martèle, ah non mais ils n'ont pas lu le Coran, comme si on était on accédait soudainement à la sagesse après l'avoir lu, alors qu'en fait non, c'est un livre écrit dans un contexte bédouin il y a 15 siècles et qui est aussi à l'image de ce contexte et qui de toute façon n'a rien à nous apporter aujourd'hui en termes de gestion de la cité en 2016. C'est une hérésie absolue que de prétendre que nous devons prendre en compte cette idéologie-là, cette législation-là aujourd'hui. Je pense que le remède aujourd'hui, c'est un retour aux valeurs universelles, c'est de traiter l'islam comme toutes les idées dans le monde et puis de ne pas hésiter à dire, je trouve complètement absurde et bête qu'une idéologie basée sur une mythologie aujourd'hui veuille telle qu'elle régir la cité. Et puis c'est aussi dire que la civilisation islamique elle aussi produit la critique, elle a toujours produit la critique, elle a toujours porté en son sein l'irrévérence, porté en son sein les outils pour combattre le radicalisme, qu'on se penche aussi sur ce qui se passe dans des sociétés comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme le Maroc, et même dans certains pays du Golfe, et qu'on arrête de livrer toute une partie de l'humanité clé en main à ces représentants communautaires autoproclamés qui prétendent qui veulent nous imposer leur idéologie, sinon on serait raciste en fait. Ces gens-là veulent simplement avoir le monopole du racisme et ils n'ont certainement pas de leçons à nous donner sur la question. Voilà. Je voudrais poursuivre en vous citant une phrase du cheikh Youssouf Al-Qaradawi, qui est l'un des principaux membres de l'UOIE, l'Union des organisations islamiques européennes, donc, dont la branche française est l'UOIF, proche des frères musulmans, qui déclarait en 2002 « Avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons, avec nos lois coraniques, nous vous dominons ». Je cite cette phrase, car on peut aussi se demander finalement si la sacralisation
des droits individuels par la religion séculière des droits de l'homme. On en parlait, Jean-Pierre Baum parlait d'une espérance finalement universelle, on a parlé de valeurs mais de manière assez abstraite. Finalement, cette religion des droits individuels qui s'est parfois d'ailleurs transformée en religion des minorités et des communautés n'est pas finalement tout bénéfice pour les islamistes qui arrivent à les retourner contre nous. C'est une question compliquée. Peut-être une réaction d'abord et ensuite qui voudra répondra à la question. Alors, il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, il y a des mots, moi, qui me font mal. Quand on parle d'espérance, quand on parle d'idéal, quand il s'agit des islamistes, je trouve que, voilà, ça fait mal parce que on sait très bien quelle est leur idéologie, on vient d'en parler, et la grande différence avec les autres totalitarismes, et notamment avec le stalinisme, c'est qu'ils ne s'en cachent pas. Je veux dire, moi aussi, ça me fait du mal de voir les SDF dans la rue, ou des réfugiés, ou des Roms, etc. C'est bien sûr pas le ressort qui fait qu'on devient islamiste ou qu'on va s'engager ou qu'on va faire le djihad en Syrie. J'ai la chance d'avoir des enfants, je regarde de temps en temps, c'est pas très bien, la propagande de Daesh, etc. Il faut voir. Tout est clairement affiché. On peut aujourd'hui, avec un clic, savoir exactement ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit. Hein. Ils ont leur portable. Il y a des petites filles yézidis. Oh ben celle-là, elle est pas mal, elle a 9 ans, ben je me l'achèterai bien. Voilà à quoi on adhère. Hein. Donc quand on parle d'un espèce de déficit d'espérance dont j'ai parlé moi-même, hein, pour dire oui, effectivement, il peut y avoir... Enfin, soyons calmes quand même. J'ai juste envie de dire, Ben Laden, 49e enfant de la 10e épouse, je veux bien qu'il fustige les mœurs de l'Occident, mais on se calme, d'accord ? Quant à nos valeurs, vous dites qu'elles sont abstraites. Sauf qu'il y a des millions de gens qui nous les envient partout dans le monde. Sauf que tous les jours dans la Méditerranée, il y a des milliers de personnes qui risquent leur vie pour venir vivre dans un état de droit. Alors bien sûr, il est pas parfait, bien sûr, il y aurait des choses à dire sur la démocratie, etc. Mais quand on ne vit pas en démocratie, quand on vit sous la dictature, je vous assure, c'est comme quand on n'a pas la santé, tout à coup on sait ce que c'est. Et tous ces gens-là nous l'envient. Donc je crois que, voilà, le minimum c'est de dire, aujourd'hui, ceux qui adhèrent à ça, adhèrent au fascisme, il faut le dire clairement. Quand on lit leur prose, quand on regarde leur propagande, c'est, si on devait le situer sur un prisme politique, bien sûr que c'est l'extrême droite. Bien sûr que le livre de Boutelja sur les juifs, machin et tout, c'est du Barès dans le texte. C'est ma race, mon pays, mon machin. Voilà, ce sont les mêmes valeurs. Et penser que nous serions à l'origine du problème et que les autres donc ne seraient que des symptômes, là pour le coup effectivement, même s'il y a une partie de vrai, hein, bien sûr, les choses sont... Là pour le coup c'est entrer dans une condescendance coloniale qui me paraît assez dramatique, parce que par définition le monde arabe, le monde musulman a sa propre histoire. La révolution islamique en Iran a eu lieu dans un pays qui n'a jamais été colonisé que je sache. Le mouvement wahhabiste qui est à l'origine de la catastrophe en Arabie Saoudite et qui a donc infusé cet islam radical un peu partout, hein, à travers des madrassas, à travers... Bon, il était là avant le colonialisme. Les frères musulmans, c'est à la suite de l'effondrement de l'Empire ottoman. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de penser qu'on est au centre du monde et au centre de... Non, ils ont leur propre histoire. À un moment donné, ça peut aussi se rencontrer. Encore une fois, aujourd'hui, soit adhérer, soit trouver des vertus ou des circonstances atténuantes à cette idéologie-là, qui est une idéologie de mort, hein, et encore une fois, qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec nos banlieues quand c'est Boko Haram ou quand c'est... Bon, bref, c'est accepter le pire. Parce qu'encore une fois, les staliniens cachaient leurs crimes. Les Khmers rouges cachaient leurs crimes. Et ceux, toujours les mêmes d'ailleurs, des germano-pratins qui voulaient fermer les yeux sur ça ou sur les procès de Moscou, etc. Bon,
qui aujourd'hui trouvent des vertus aux islamistes, pouvaient quand même, avec beaucoup de mauvaise foi, se cacher derrière un truc, ben bon, ils se battent pour l'universalisme, l'internationalisme, le droit des femmes, l'éducation, etc. Ce qu'ils mettaient en avant. Ce n'est pas le cas des islamistes. Donc il y a là une forme de lâcheté et une forme de compromission qu'il faut dénoncer. C'était pas forcément d'ailleurs le sens de ma question, mais vous avez répondu en partie à Jean-Pierre Baum. Mais le sens de ma question, c'était précisément est-ce que trop de démocratie finit pas par tuer la démocratie? Je vais prendre un cas concret, l'exemple du Burkini. On a présenté ça comme une liberté individuelle, et les islamistes ont été les premiers à présenter cela comme une liberté individuelle et à invoquer le racisme ou le non-respect de la liberté de la femme, même parfois, pour défendre le Burkini. Donc ma question, c'est finalement, tout à l'heure vous avez désigné des réactions identitaires extrêmes. Est-ce que finalement le combat contre l'islamisme passe pas aussi par la réaffirmation d'un État fort, puisque la démocratie c'est aussi un État fort, un État avec des frontières, avec des droits, mais aussi avec des devoirs affirmés. Et la question vaut aussi pour Jean-Pierre Baum qui parlait d'espérance sans frontières. Moi, je parle de valeurs, je ne parle pas d'État fort. Bon, l'histoire du Burkini, c'était quand même une blague incroyable. Et je crois qu'à un moment donné, bon, les islamistes tendent un piège. Parce qu'effectivement, sortir cette tenue qui n'a rien à voir avec la tradition, pour le coup, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de femmes en Burkini dans les années 60, en Tunisie ou ailleurs. Bon, donc, sortir ça juste le lendemain des attentats de Nice, hein, ça a permis qu'on ait un débat tout l'été sur la France islamophobe. Enfin, franchement, chapeau bas. Non, à un moment donné, moi je dis que les islamistes, il faut arrêter de les prendre, un, pour des cons, deux, pour des... Non mais c'est vrai, il y a des têtes pensantes derrière. Il y a évidemment des stratégies, il y a une grande modernité, ils connaissent absolument voilà, les leviers des médias, etc. Et encore une fois, il faut voir leur propagande. Et on a eu ce débat hallucinant sur le Burkini. Je pense qu'évidemment, il n'y a pas de réponse pénale ou je ne sais pas quoi. On ne va pas interdire, ce serait absurde. Il faut juste refuser à un moment donné les pièges et puis dire oui, c'est une provocation. Parce que le seul sujet cet été, ça a été effectivement l'assassinat de ces deux policiers, l'égorgement d'un prêtre dans son église. Imaginez si ça avait été autre chose. L'égorgement d'un imam par des fachos français. Enfin bon. Et 86 morts à Nice. Et voilà ce qui a pu être, avec l'irresponsabilité d'un certain nombre de médias et une certaine, je dirais, agilité, voilà ce qui a été masqué par ce débat sur le Burkini. Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Vous savez, on pourrait parler d'Israël, en fait. Moi, quasiment depuis des mois et des mois que je me balade un peu partout en France pour parler de ce livre, j'ai toujours quelqu'un qui me dit « mais vous ne parlez pas d'Israël ». Là, il y a quelques jours, j'étais à Saint-Étienne et une femme est sortie de la salle en claquant la porte en disant « vous ne parlez pas d'Israël, on se demande bien qui vous envoie ». Je voulais lui répondre qui m'envoyait et puis j'avais plein d'idées, de trucs occultes et cosmopolites à lui dire et puis en fait... elle est partie trop vite. Mais on aurait pu en parler parce que, en fait, toutes ces questions, y compris sur la question de l'État fort, des droits de l'homme, des libertés publiques, de comment on fait face à des mouvements religieux radicaux, y compris les siens propres, c'est des questions qui se posent tout le temps en Israël. Récemment, plusieurs responsables politiques ont dit qu'il fallait israéliser la France. Ils parlaient essentiellement, ils faisaient référence à un dispositif sécuritaire, mais en fait, la leçon peut être beaucoup plus, quelque part, théorique ou spirituelle. Israël est un pays, quand même, où on sait ce que c'est que la spiritualité politique. On sait que la spiritualité peut embraser la politique et inversement, pour parler comme Foucault. Quand des gens mettent le feu à un foyer palestinien et entraînent la mort d'un bébé et de ses parents, justement, en Israël, personne ne dit que ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Ça n'est pas une phrase qui est prononcée. Les gens ne disent pas ça n'a rien à voir avec le judaïsme, on dit ce sont des juifs fanatiques. Voilà. Les gens disent ce sont des juifs fanatiques. Et Israël, depuis le début, est un pays qui
Vous savez, Herzl disait nous cantonnerons les rabbins dans leurs synagogues et l'armée dans les casernes, etc. C'est un pays qui, en permanence depuis le début, est comme ça sur cette ligne de front et sur cette chose extrêmement compliquée d'une laïcité, d'un statu quo entre la religion et la politique. Mais en tout cas, dans ce pays, les gens n'ignorent pas les sources messianiques ou théologiques de la politique moderne et les dangers que les rejeux de la spiritualité, y compris la plus radicale, peuvent faire courir à la démocratie. Ça, c'est quelque chose d'évident. Ils sont en permanence. Et donc, la question des droits de l'homme se pose tout le temps là-bas. Et ils essayent, et ils essayent. Et je pense qu'ils savent, comme en France et comme partout où les gens se revendiquent de la démocratie, que justement, les droits de l'homme, ce que vous avez dit, là je vous rejoins, oui, c'est peut-être, il y a plein de critiques à en faire, il y a tous ces textes de Gauchet, il y a tous ces textes de beaucoup d'autres, et même depuis dans toute la tradition contre-révolutionnaire, etc. Les droits de l'homme ne sont évidemment pas une religion, et ils doivent pouvoir, même s'ils étaient une religion d'ailleurs, être critiqués, mais face à tout ce qui se passe, bien sûr qu'il n'y a pas d'autre cadre. Hier, j'étais aux entretiens de Royaumont, avec tout un tas de responsables politiques et religieux. Bon, tout le monde s'accordait à dire que oui, la laïcité, c'est un cadre difficile, critiquable, qu'il y a des 1000 tendances, 1000 complications, mais que c'est un autre nom finalement de la démocratie, des droits de l'homme, des libertés, de ce qui peut garantir un débat pluraliste et donc la critique dont vous parliez tout à l'heure. Il se trouve qu'aujourd'hui, effectivement, il se passe quelque chose, voilà, là je parlais d'Israël, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas quelque chose d'un peu particulier dans le monde musulman. La plupart des intellectuels, il suffit d'écouter Rachid Benzine, qui est vivant, mais Mohamed Harkoun, qui est malheureusement qui est mort. Bon, il y a tout un tas d'intellectuels ou de théologiens musulmans qui décrivent très bien cette guerre civile interne qui ravage le monde musulman de l'intérieur et qu'il ne s'agit pas du tout de nier. Même les journaux qui ont le plus de réticence à parler de ces sujets, parce qu'ils les refoulent, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, parce qu'ils veulent toujours rabattre la religion sur autre chose qu'elle-même, sur le social, le politique, l'économique. Aujourd'hui, tous les journaux sont remplis de choses sur le chiisme. Les sunnites sont obligés de faire des infographies, des petits lexiques d'explication, parce que nous sommes envahis, littéralement, l'actualité est envahie par ces problèmes qui sont voilà, dans leur centre religieux. Mais la question de l'espérance, je suis désolé, en fait, elle se pose. C'est-à-dire qu'effectivement, Bernard-Henri Lévy a fait un article sur mon livre assez franc, loyal et dur, où il disait ce livre est un cadeau aux djihadistes, parce que justement, vous parlez d'espérance à leur propos. Mais vous savez, tout récemment, il y a un livre de Christian Ingrao, qui est un grand historien du nazisme, qui vient de sortir un livre dont tout le monde a parlé dans les suppléments littéraires, qui s'appelle « La promesse de l'Est, génocide et espérance nazie ». Vous savez que voilà, il utilise la formule espérance nazie. Le fascisme, vous parlez du fascisme, vous dites on ne peut pas parler d'espérance. Quand ils adhèrent au fascisme. D'abord, je ne pense pas du tout, quand on lit tous les témoignages, les textes, les vidéos, regardez les livres de David Thompson, bon, quand ils parlent de leur engagement, ils ne disent pas j'adhère au fascisme, ils ne disent pas j'adhère à la haine non plus. Ils ont tout un discours incroyable dont on sait les conséquences atroces, sanglantes, bien sûr. Mais il faut arriver à écouter ça. En fait, il faut arriver à poser la question de l'espérance, y compris quand le visage de l'espérance est hideux. Georges Bernanos, à propos de la guerre d'Espagne, Georges Bernanos qui était un nationaliste, un chrétien, un royaliste, à propos des communistes, il parlait de l'espérance, alors que pour lui c'était l'horreur absolue. Il disait, quand je vois les crimes de mes amis et de Franco et les crimes comme ça, où les prêtres distribuent des absolutions entre 2 rafales de mitraillettes, c'était sa formule. Il disait, je comprends l'élan des ouvriers français à l'égard de leurs copains d'Espagne, et je comprends qu'ils aient envie de devenir communistes parce que, disait-il, alors que pour lui c'était l'horreur absolue, le communisme, disait-il, il faut passer ces événements au crible de l'espérance. C'était sa formule. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ce qui se passe avec le djihadisme si on ne passe pas ces événements au crible de l'espérance. Et donc, si on n'a pas conscience nous-mêmes, ça ne veut pas dire du tout les excuser. Au contraire, je pense que c'est la meilleure manière de faire front. Parce qu'on dit, oui, Edoui Plenel, etc. Très bien, mais excusez-moi, quand Manuel Valls va en Arabie Saoudite et qui revient en bombant le torse et en disant « j'ai vendu pour 10 milliards d'armes à l'Arabie Saoudite », quelques jours après que les 50 oulémas et prédicateurs saoudiens aient appelé au djihad en Syrie, Manuel Valls, oui, c'est quelque part, il se réclame d'un certain état fort, il se réclame de tout un tas de choses dont vous avez parlé, etc. Mais je ne sais pas comme il n'a pas apparemment autour de lui ou lui-même la capacité de prendre au sérieux les oulémas et les prédicateurs en question,
eh bien, il a l'air de considérer qu'il n'y a aucun lien entre le fait de vendre pour 10 milliards d'armes à ce pays, dont les plus grandes autorités spirituelles viennent quelques jours avant d'appeler au djihad en Syrie. Donc la question est très compliquée. Ce n'est pas toujours un tel ou un tel, à la gauche de la gauche, etc. Ce sont aussi... Emmanuel Valls n'est pas suspect d'être complaisant, mais simplement il est aveuglé, apparemment, comme beaucoup d'entre nous, et je ne m'exclus pas de la chose, par ce mouvement, parce qu'il a du mal, on a tous du mal à le prendre au sérieux, et on n'arrête pas, comme vous l'avez très bien dit, dans une espèce de condescendance post-coloniale, de se dire mais ces gens ne savent pas ce qu'ils disent, ce sont des pauvres ploucs ou des débiles, etc., etc. Donc la question de l'espérance, il faudra la poser. Et pour conclure cette petite intervention trop longue, vous avez cité Walter Benjamin tout à l'heure, vous avez bien fait. Et Walter Benjamin, qui, comme vous le savez, était un grand philosophe, écrivain, libertaire, qui s'est suicidé en 1940 parce qu'il avait peur, à la frontière franco-espagnole, parce qu'il avait peur d'être livré aux nazis. Le dernier texte qu'il a fait, ça s'appelait « Les thèses sur l'histoire ». C'est un texte magnifique, qui fait quelques pages, que vous avez, j'espère, tous lu, sinon vous allez tous lire bientôt. Et il parle de la capacité à rallumer l'étincelle d'espérance à l'instant du danger. Nous vivons un moment périlleux, il faut pouvoir rallumer l'étincelle de l'espérance à l'instant du danger. Et vous allez voir que Walter Benjamin disait sublimement pourquoi. Je le cite donc, je terminerai par là. « Faire œuvre d'historien ne signifie pas, c'est la 6e des thèses sur l'histoire, faire œuvre d'historien ne signifie pas savoir comment les choses se sont réellement passées. Cela signifie s'emparer d'un souvenir tel qu'il surgit à l'instant du danger. À chaque époque, il faut chercher à arracher de nouveau la tradition au conformisme qui est sur le point de la subjuguer. Car le Messie ne vient pas seulement comme rédempteur, il vient comme vainqueur de l'Antéchrist. Le don d'attiser dans le passé l'étincelle de l'espérance n'appartient qu'à l'historiographie intimement persuadée que si l'ennemi triomphe, même les morts ne seront pas en sûreté. Et cet ennemi n'a pas fini de triompher. Je trouve cette formule superbe. Si on ne veut pas que l'ennemi n'en finisse pas de triompher jusqu'à menacer les morts, eh bien, il faut être capable de rallumer à l'instant du danger, aujourd'hui, l'étincelle de l'espérance. Voilà. Juste une dernière question et après on fera tourner le micro dans la salle. Une question pour qui voudra la prendre, ou peut-être les trois. Vous avez parlé d'Israël tout à l'heure, en invoquant à nouveau les droits de l'homme, etc. Israël, c'est aussi une nation avec des frontières et un très fort patriotisme. Moi, dans le livre que j'ai fait sur la jeunesse, il y a énormément de jeunes français de confession juive qui partent justement en Israël, et pas seulement pour des raisons sécuritaires, puisque justement, ils y voient une espérance et un projet patriotique. Et donc, pour en revenir à la question des droits de l'homme un peu abstrait, vous avez aussi évoqué la Révolution française, en insistant sur l'aspect universaliste, mais c'est à nouveau aussi la création de la nation. C'est pas seulement les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme et du citoyen. Donc je me demandais, est-ce que finalement l'étincelle d'espérance, c'est pas le supplément d'âme national, c'est-à-dire la culture, l'histoire qu'on pourrait transmettre sans être accusé de faire le jeu de qui que ce soit? Sans doute que c'est un cadre possible, hein, mais une des questions, ça me permet de vous répondre et de rebondir sur autre chose qui avait été dit tout à l'heure. Quand vous parlez de fascisme, le fascisme, c'est quand même un mouvement qui est ancré dans la nation, qui est un nationalisme, voilà, même s'il est appelé à se déployer et à rayonner bien au-delà. La force, et c'est d'ailleurs pourquoi la réponse à ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, du point de vue du djihadisme, ne pourra pas passer par un cadre strictement national. D'ailleurs, en permanence, vous savez que c'est même grotesque. Les réponses qui sont données à ce mouvement djihadiste ne sont même pas nationales, elles sont souvent même locales. Au lendemain des attentats contre Charlie et l'Hypercacher, les gens disaient, mais il n'y a pas assez... Moi, j'ai assisté à une réunion de gens très bien, tout le monde était très bien dans cette réunion, mais tout le monde disait, mais il n'y a pas assez de livres en banlieue. Les gens faisaient ça, de ces attentats un problème non seulement français, mais des banlieues françaises. Et vous remarquez qu'à chaque attentat, on réagit de la même manière. Les gens réagissent de la même manière dans un cadre presque local. On convoque l'adjoint à la mairie de Molenbeek pour lui dire « vous êtes un tocard, vous n'avez rien vu venir, votre politique urbaine est désastreuse ».
Mais le monsieur, il fait face à un mouvement global, massif, international, et les gens qui font ces attentats les font avec les mêmes gestes. Ils se réclament les mêmes textes dans le monde entier, que ce soit au Kenya, vous regardez leurs textes, la façon dont ils tuent, les mots qu'ils prononcent à l'instant de tuer, vous avez des résonances internationales. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, justement, c'est que leur force, c'est de ne pas être un fascisme quelque part. En tout cas, leur force, c'est de dépasser, d'avoir dynamité les frontières nationales. Vous savez que Pierre-Jean Luizard, qui a fait ce livre qui s'appelle « Le piège Daesh », aux éditions La Découverte, il dit que finalement, Daesh a réussi ce que jamais aucun mouvement nationaliste arabe n'a réussi. C'est-à-dire qu'ils ont dynamité les frontières coloniales et impérialistes. C'est-à-dire qu'ils ont dynamité les frontières. Jamais aucun mouvement nationaliste arabe n'avait réussi à faire ça. Déjà ça, ils l'ont fait. C'est un succès qui leur donne une aura gigantesque. Ils ont cette force incroyable qu'ils se sont construits dans un cadre totalement transnational, et qu'ils se construisent, justement, c'est la religion. La religion ne connaît pas les frontières nationales. Et donc, la réponse ne peut pas être une réponse nationale, même si, en fait, bien sûr que le réflexe est celui-là en permanence. Mais je pense qu'on va au-devant des pires désillusions si on croit que le printemps républicain français peut faire face au djihadisme mondial. Vous n'aimez pas beaucoup Manuel Valls. Ah, parce qu'il est derrière le printemps républicain ? Ah. Je suis un peu désolée parce que j'ai l'impression qu'on s'éloigne un petit peu et qu'on est en train de partir dans plusieurs directions. Bon, c'est peut-être le propre d'un débat, mais il me semble que l'intitulé de ce débat, c'était « L'islamisme a-t-il des alliés en démocratie ?» Alors, modestement, je voudrais qu'on y revienne un petit peu parce que on peut parler d'Israël, mais enfin bon, ça me paraît être un autre sujet. On peut parler de certaines mésalliances ou de la réelle politique qui consiste effectivement à faire des alliances aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite. J'en parle aussi dans mon livre, donc là-dessus nous sommes d'accord. Effectivement, on peut parler de plein de choses. Encore une fois, on est un peu en désaccord parce que vous parlez essentiellement de religion. Or, je pense que l'islamisme, le djihadisme aujourd'hui est quelque chose qui se situe entre... C'est-à-dire, bien sûr que ça a à voir avec l'islam, mais ça ne se réduit pas à l'islam. Il faudrait quand même avoir au moins la correction de le reconnaître, parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait des démocrates du monde arabe ? Est-ce qu'on les vilipende comme ça s'est passé avec Kamel Daoud, par exemple, hein ? Kamel Daoud qui vit en Algérie, qui dénonce ce qu'il considère être de sa culture, qui peut donner à bon. Et il y a 19 universitaires français qui font une pétition pour le dénoncer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce monde de féministes, de démocrates, de gens qui n'est soutenu par personne. Bien sûr pas par la droite extrême qui va vous dire bah, c'est leur culture, on veut pas les voir, ni par une certaine gauche qui va dire ah bah non, il faut... Bon. Donc il y a quand même un sujet qui me paraît difficile. Pour revenir au débat, donc, ok, le fascisme est aussi une espérance, le nazisme aussi, bon, bah ça, d'accord. Ils ont dynamité les frontières transnationales, ils sont dans l'anti-impérialisme. Quel anti-impérialisme ? Ils sont dans le colonialisme, ils sont dans l'esclavagisme clair et net. Il faut quand même appeler un chat à un moment donné. Bon, ils sont ici avec un discours anti-juif, anti-femme, anti-homosexuel. Est-ce que nous, ici, on a des choses positives à leur opposer ? Oui, bien sûr. L'homosexualité, ce n'est pas une fantaisie occidentale, c'est une réalité humaine et universelle. D'accord ? Les droits des femmes, ce n'est pas les droits des femmes occidentales ou des droits des femmes françaises, c'est le droit de toutes les femmes dans le monde. D'accord ? Le multiculturalisme qui brandissent aujourd'hui, grâce d'ailleurs aux islamo-gauchistes, pour dire il faut nous reconnaître, etc. On sait bien ce qu'ils en font là-bas du multiculturalisme, hein, avec les minorités chrétiennes, yazidis, etc. Donc, quand même... Ouvrons les yeux, je crois qu'il n'y a pas besoin d'ailleurs de les ouvrir beaucoup pour voir qu'il y a des attentats réguliers, qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Alors, quels sont ces alliés ? Les alliés, c'est ceux qui tiennent le même discours qu'eux. C'est ceux qui reprennent à peu près le même discours qui va de la victimisation à la haine, parce que c'est un corridor, d'accord ?
Vous êtes victime, vous allez vous venger, vous allez reconstruire le grand califat. Oui, ça ressemble effectivement au discours de Mussolini sur on va reconquérir Rome, ou du nazisme humilié à la Grande Allemagne. C'est souvent le même, c'est souvent les mêmes leviers, la même. Aujourd'hui, on a dans ce pays, pas au niveau majoritaire, j'en suis sûre, mais en tout cas, il s'exprime de manière disproportionnée dans la presse, dans l'université. Nous avons les indigènes de la République, je regrette, qui reprennent leur discours, pratiquement mot pour mot, et une partie donc de ces médias influencés par une gauche radicale en plein naufrage, parce que je répète, quand on était de gauche à une certaine époque et pendant très longtemps, et quand on est démocrate aujourd'hui, on ne fait pas d'alliance avec les frères musulmans. C'est tout. Et tant qu'ils auront ces relais-là, on va avoir du mal. Oui, il y a des relais. Oui, la marche de la dignité, qui était une marche faite par les indigènes de la République et qui n'a finalement réuni que, je crois, 3000, bon, pas beaucoup de monde finalement, a été de façon très très complaisante relayée par certains médias. Et dans cette marche pour la dignité, la mal nommée, on a encore une fois, bon, il y avait tous les trucs de boycott Israël parce que c'est toujours leur ADN, et puis on a fustigé Caroline Fourest et puis d'autres noms de gens donc, qui se battent contre les islamistes. On a insulté Charlie Hebdo qui venait de se faire assassiner quelque temps avant. Il y a quand même un problème. Il y a quand même une indignité pour le coup. C'est de ça qu'il faut parler, je crois, non ? Oui, alors moi j'ai envie de revenir à la question des frontières et de l'État fort. Et, si ce qu'on appelle Daesh, mais qui est en fait... Pour moi, Daesh, l'État islamique, n'est que l'appellation conjoncturelle de quelque chose qui date de beaucoup plus longtemps et qui continuera à exister quand bien même on raserait aujourd'hui la Syrie, l'Irak et tous les pays où prolifère Daesh et ses dérivés. C'est d'ailleurs ça la force de cette idéologie. C'est une idéologie qui a très bien compris, qui s'est allégée en fait de la notion d'État-nation, puisqu'il y a à la fois une notion extrêmement archaïque, la Oumma, mais qui est transfrontalière, qui est sur Internet, qui fait de la propagande avec des techniques qui sont très similaires à ce que font les sectes, et qui est aujourd'hui partout, absolument partout, même dans les maisons qui pensent qu'elles sont protégées. Le verre est dans le fruit, que ce soit en France ou absolument partout. Il me semble que la question des frontières est absolument une question d'arrière-garde dans le monde vers lequel nous allons. Aujourd'hui, nous sommes régis encore par des systèmes de l'ancien monde, des institutions lentes, etc. Alors que le monde peut avancer, peut être bouleversé par un clic ou par quelque chose qui peut monter en quelques jours, en quelques instants sur Internet. Ça, les islamistes l'ont très bien compris. Et je pense qu'on ne peut absolument pas parler d'une réponse de l'État fort, des frontières face à un phénomène pareil. Et c'est là que je reviens. Alors, vous avez parlé de la question d'Israël. Je pense que c'est important de parler d'Israël parce qu'Israël fait partie de toutes les choses, de toutes les questions en fait, qui alimentent aujourd'hui cette idéologie, en fait, cette tension encore plus diffuse en fait que l'idéologie islamiste stricto sensu. Mais vous voyez le conflit Israël-Palestine, comme la politique étrangère européenne, comme le monde, l'Europe postcoloniale, comme les questions du racisme, etc., alimentent beaucoup ce que certains pensent être à l'origine, en fait, de la perdition d'une certaine jeunesse qui rejoint cette idéologie. Moi, je ne le pense pas du tout, puisque j'identifie clairement les causes de cette idéologie. Mais
Je me pose aussi la question sur la question des frontières, notamment en Israël. Hier, je discutais avec un Palestinien qui m'a dit « Voyez, nous sommes très forts parce que nous sommes le seul peuple qui a réussi à créer 2 États sous occupation. On est quand même sacrément fort. » Il disait ça, c'était de l'humour, évidemment. Et donc, je me demande jusqu'à quel point les frontières peuvent nous barricader, peuvent nous protéger. Jusqu'à quel point la forteresse israélienne sera hermétique, sera forte, infranchissable pour le monde qui l'entoure. Jusqu'à quel point nos pays peuvent être infranchissables pour toutes sortes d'idéologies et pour cet impérialisme-là. Jusqu'à quel point est-ce que véritablement aujourd'hui, quand on parle de résurgence de l'antisémitisme, Israël, en tant qu'État-nation, est-il véritablement une protection pour les Juifs contre cet antisémitisme-là, qui est diffus, qui est sur Internet, qui est transfrontalier, qui est quelque chose, en fait, qu'on ne peut combattre que par un assainissement des idées, que par un assainissement, un vrai retour aux valeurs et un vrai retour à la démocratie. Donc lorsque vous disiez, mais justement, cette idéologie aujourd'hui en France, elle se sert de la démocratie, elle se sert de la lutte judiciaire pour avancer. C'est l'une d'ailleurs des stratégies majeures des islamistes, c'est de faire des procès, un procès pour une femme en burqa virée de tel endroit, un procès pour le droit de porter le voile, de prier en entreprise, que sais-je. C'est une idéologie qui avance comme ça, qui essaie de grignoter le socle des lois en essayant d'arracher des jurisprudences à l'État et d'en faire la règle commune. Donc, quand on est face à cette idéologie-là, en fait, il ne faut pas craindre, non pas de parler d'État fort, mais tout simplement de requalifier les notions. Peut-on véritablement dire que nous sommes dénués d'un outil juridique, par exemple, pour combattre le burkini? Je fais toujours le parallèle avec la question de la polygamie. Si l'immigration africaine datée d'aujourd'hui en France, dans ce contexte-là, eh bien, nous serions là en train de polémiquer, d'épiloguer pour savoir si nous ne devrions pas respecter le droit individuel de certaines familles de pratiquer un modèle matrimonial et familial qui est tout à fait qui est ancestral dans de nombreuses sociétés. Eh bien non. En France, la polygamie est interdite sans hésitation, parce que la polygamie, bien qu'elle soit la liberté de certaines cultures, bien qu'elle se pratique entre personnes majeures et consentantes dans certains cas, eh bien, elle est contraire à une valeur que nous, Français, jugeons supérieure que la liberté matrimoniale de certaines cultures. Pour nous, c'est l'égalité homme-femme. Donc tout ce qui est contradictoire avec l'égalité homme-femme n'a pas à exister chez nous. Et pour moi, le burkini, la burqa, etc., ne peuvent absolument pas être des phénomènes abordés par le spectre de la liberté individuelle. Parce que d'abord, la burqa est un uniforme, c'est l'uniforme du fascisme islamique. C'est un costume obligatoire pour les femmes dans plusieurs pays du monde où le projet du fascisme islamique a réussi, où il a le pouvoir coercitif. Sinon, elles sont châtiées sur la voie publique. Comment peut-on encore en France dire « mais nous n'avons aucun outil juridique pour lutter contre ça ». Je fais par exemple le parallèle avec le nazisme. Après la Deuxième Guerre mondiale, pour combattre le nazisme, on ne s'est pas contenté de juger uniquement les nazis qui avaient du sang sur les mains, etc. Alors attention, il ne s'agit pas de juger des gens qui n'ont pas commis de crime, mais il s'agit de criminaliser une idéologie et ses symboles. Si on avait jugé le nazisme comme un vulgaire crime de droit commun, et qu'on avait dit non, mais finalement les manifestations pacifiques, culturelles, que sais-je, du nazisme, sa littérature par exemple, elle peut être vendue sans problème puisqu'elle n'entre pas dans une qualification du code pénal. Vous voyez, eh bien où serions-nous aujourd'hui? Moi je pense qu'il ne faut pas hésiter aujourd'hui à criminaliser l'idéologie du fascisme islamique, à lui faire porter le poids moral, la responsabilité des crimes qui sont commis par les terroristes, qui évidemment eux doivent être jugés en démocratie devant des tribunaux qui respectent le droit. Mais il faut criminaliser cette idéologie
faire porter l'opprobre à ceux qui la défendent et surtout ne pas hésiter à identifier clairement ces manifestations physiques, visuelles et les combattre au nom justement de nos valeurs. Voilà. Voilà, je crois qu'on va vous pas donner la parole tout de suite. Je voulais juste vous lire encore une fois, parce que c'est mon métier de citer des livres, donc voilà, quelques lignes de ce philosophe qui s'appelle Éric Fögling, vous savez, qui était un grand philosophe du politique, et qui a publié ce petit livre en 1938, ça s'appelle Les religions politiques. Et ce livre a été immédiatement, c'était à Vienne, en 1938, ça a été immédiatement confisqué par la Gestapo. Fögling a perdu, il a été interdit d'enseignement, etc., par le nazisme. Et il a ces lignes, vous allez voir, je trouve très parlantes, à l'égard du nazisme. Il dit, il existe aujourd'hui, il parle de ceux qui prétendent lutter contre le nazisme. Il existe aujourd'hui un type idéal de l'intellectuel politisant. L'intellectuel politisant, qui manifeste sa profonde aversion pour le national-socialisme sur la base de puissants jugements éthiques. Il voit sa tâche et son devoir dans le fait de mener la lutte avec tous les moyens littéraires dont il dispose. Sont choses dont je suis capable moi aussi, mais que je ne me permette pas de l'étaler dans le cadre de ces effusions politisantes contre le national-socialisme devant un grand public à ces raisons, de nombreuses raisons. Je voudrais vous convaincre, vraiment vous convaincre du fait qu'on ne pourra pas combattre le djihadisme, enfin le national-socialisme hier comme le djihadisme aujourd'hui en se contentant d'effusions politisantes qui consistent juste à dire que ce phénomène est horrible et atroce. Voilà, merci. Je vous propose que la salle, parce que ça paraît tout à fait légitime, puisse avoir la parole. Il y a un micro qui circule. Il y a déjà une prise de parole ici. Je vois Jacques Tardero. Et puis on fera circuler le micro. Je vous propose des interventions courtes de manière à ce qu'il puisse y avoir des réponses. Voilà, je compte sur vous. Merci beaucoup. Intervention courte. Jean Birnbaum, vous avez évoqué tout à l'heure l'assassinat du couple de policiers à Magnanville. Et vous avez dit que le tueur, l'égorgeur, a tenu des propos, a fait des commentaires, et que ces commentaires étaient élaborés. Est-ce que vous pensez vraiment que ce monsieur a tué un homme et une femme devant les yeux de leur enfant parce qu'il était en déficit d'espérance spirituelle? Mon autre question est la suivante, car je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été évacués et c'est dommage. Et je profite que vous êtes à la tribune pour vous dire que quand votre journal donne la parole à un Alain Badiou avec des pleines pages, alors que cet homme a été un vieux stalinien, jamais repenti, qui est férocement anti-israélien, ou bien à Étienne Balibar, un autre vieux stalinien, toujours actif, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et si on cherche les idiots, utiles de l'islamisme en France, je pense que c'est du côté de l'école normale supérieure où très fréquemment, concepts élaborés à l'appui, on développe à longueur de page des thèses. Vous avez évoqué Israël, eh bien oui, d'un anti-israélisme farouche qui ne fait pas la critique de la politique du gouvernement d'Israël. Je pense aussi à Edgar Morin, à Stéphane Hessel et tutti quanti. Ça n'est pas la critique du gouvernement d'Israël, c'est la mise en cause du droit d'Israël à exister. Nous payons aujourd'hui le solde de ce qui a été développé tout au cours des années 70-80. Vous avez cité Walter Benjamin, moi je vais vous citer Charles Péguy, quand il dit à la fin, dans notre jeunesse, il faut dire ce qu'on voit, tout ce qu'on voit, et même si on n'aime pas voir ce que l'on voit. Et je crois qu'à gauche, en particulier à gauche, de la gauche dont je viens et dont j'espère encore être, si elle veut bien encore de moi. Alors, on va enchaîner juste avant les réponses. Non, une seconde, je n'ai pas fini. Je pense qu'il y a eu dans la gauche une myopie idéologique dont on paye aujourd'hui les frais sanglants. Voilà, je propose qu'on enchaîne sur d'autres questions. Et pour enchaîner, je vais vous citer une phrase du Talmud. Toutes les réponses sont dans les livres, mais où sont les questions? Alors de grâce, posez vraiment vos questions.
Voilà, madame. Oui, bravo, citoyenne. Merci, les deux journalistes là, écrivaines, bravo. Vous, monsieur, zéro. C'est pas parce qu'on est filloniste qu'il faut parler d'espérance, hein, vous comprenez. C'est un peu trop lourd, hein, à mon avis. Voilà ce que je pense, c'est direct à vous. Alors, à part ça, vous faites des contre-vérités historiques qui sont consternantes. Je veux dire, une question, Théo madame. Van Gogh s'est bien fait égorger avant Charlie Hebdo. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous racontez que des conneries, excusez-moi. Bon, alors, je m'adresse à la salle, parce que ma Allez, question madame, c'est... Taisez-vous. une question. Taisez-vous, c'est moi qui parle. Oh, non, madame. Allez. Respectons. Écoutez, quand on est journaliste, on ne fait pas des contre-vérités comme vous le faites, monsieur, c'est de l'ignorance. L'espérance, c'est pas ça. L'espérance, c'est la vérité et c'est être debout comme les résistants. Les résistants nous l'ont enseigné, monsieur. Debout. Merci, madame. Merci. Le micro par ici. Derrière vous, madame. Alors, toujours pas de questions. Des questions. Non, mais... Allez, posons quelques questions et après, on va quand même laisser nos intervenants répondre. Mais on voit bien que c'est aussi se défendre. Pour revenir au sujet, je voudrais d'abord avoir une pensée pour les femmes musulmanes qui se battent gros dehors pour les droits des femmes et les droits des êtres humains. Je voudrais rendre un hommage aux deux femmes de ce plateau et qui nous ont démontré ce soir que les hommes font la politique et que les femmes se battent pour le vécu, pour aujourd'hui et pour demain. Si l'islam a eu des alliés, oui. En 2002, j'ai eu l'occasion de faire une émission de radio de 2 heures avec un certain Messaoud Bourras, avec Jbil Kebir, avec Ramzi. L'un venait de Roubaix, l'autre venait de Strasbourg, le troisième venait de Saint-Denis. Ils faisaient face à l'Atrèche, au Parti des musulmans de France. On les a fait taire. Nous avons eu sans arrêt le rapport Aubin, on l'a arrêté. Le rapport Ruffin, on l'a arrêté. Il y a eu des armes et nous avons été aveugles. Jusqu'en 2005, où M. Mouloud Aounit a commencé à demander du kasher dans les cantines. J'ai eu 800 repas dans mon collège, 2 maisons d'enfants juifs. Jamais un enfant juif ne m'a demandé du kasher à la cantine. Il a fallu Mouloud Aounit pour détourner le problème sur le communautarisme juif, pour en arriver à cacher les problèmes que ces dames défendent aujourd'hui, non à l'idéologie mortifère de l'islam. Mais oui, à un islam non pas modéré, mais un islam qui rentre dans la République et dans les droits de la famille. Et merci à vous, mesdames. Allez, je propose encore 2 ou 3 prises de parole, parce qu'on est quand même tenu par l'heure. Hélas, hélas. Oui, moi je pense que l'islam, on parle toujours, on dit l'islam, c'est pas l'islamisme. Or, les juifs, c'est le judaïsme, les chrétiens, c'est le christianisme, les protestants, c'est le protestantisme. Pourquoi l'islam, c'est pas l'islamisme? L'islamisme et l'islam, c'est exactement pareil. Si vous voulez changer quelque chose, si vous voulez que les choses s'arrangent dans la communauté islamique, il faut commencer par changer les sourates du Coran qui mènent à la haine. Voilà. Si vous revoyez le Coran et vous enlevez ces sourates qui incitent les enfants à la haine, qui incitent les imams à proclamer la haine, là vous arriverez à une religion tout à fait normale, comme toutes les religions, et respectable. Allez, voilà, dernière prise de parole par Richard Prasquier, que vous connaissez tous, qui est moi, l'ancien président du CRIF. Je voudrais revenir sur cette notion d'espérance, parce qu'effectivement, je pense que c'est quelque chose qui d'une certaine façon, est effectivement très choquant. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement pour ceux qui sont revenus, par exemple, et c'est très bien mis en évidence dans le livre de David Thompson, il y a une espèce de jouissance, c'est le souvenir de la jouissance de pouvoir qu'ils ont eu. Pouvoir sur la possibilité de tuer les hommes, de posséder les femmes, et ce souvenir de la jouissance où ils étaient en situation de pouvoir, c'est quelque chose qu'on retrouve exactement chez les nazis. Il n'y a pas eu chez les nazis de véritable 10%, moins de 10%, mais il n'y a pas eu de véritable repentance, parce que le souvenir de ces périodes où ils étaient en situation de pouvoir était tellement bon, tellement fort, tellement important, alors qu'ensuite ils reviennent à une vie finalement misérable, que je pense que c'est
c'est humilier le mot espérance que de parler ici d'espérance. Allez, on va, Jean Birbaud. Bon, alors d'abord, Madame, je vous remercie beaucoup pour votre intervention frontale et vigilante. Et puis surtout c'est pour ce scoop, parce qu'on m'a dit que j'étais filloniste et bon, je trouvais que c'était que c'était intéressant comme analyse. Donc merci beaucoup. Mais il n'y avait pas de question, donc je ne vais pas répondre à cette question. Pour ce qui est de l'espérance, puisqu'il y a eu... Oui, j'ai cité Eric Voegelin là. Eric Voegelin, donc c'est un livre entièrement sur le nazisme et sur la façon dont on peut combattre. Ici, des textes nazis. Et le geste sera bon si rouge coule le sang. Évidemment qu'il y a mille manières de rapprocher le nazisme du djihadisme, notamment cette jouissance du sang et du sang versé dont vient de parler Richard Pasquier. Je vous dis à l'instant, je vous l'ai dit, parler d'espérance, c'est pas forcément faire l'éloge, c'est même pas du tout faire l'éloge. Je viens de vous dire qu'il y a un livre de Christian Ingrao qui vient de sortir, qui est un livre très important sur l'espérance nazie. Je suis désolé de vous le dire, parler d'espérance n'est pas... Au contraire, je pense que c'est le meilleur moyen d'affronter la chose. Je pense que se contenter d'effusions politisantes, comme je disais tout à l'heure, c'est au contraire paver la voie à beaucoup d'autres effusions de sang. C'est-à-dire que si on se contente de dire juste ces gens-là sont horribles, ils jouissent quand ils font couler le sang, ce sont des salauds, parce que BHL, c'est ça qu'il a dit, ce sont des salauds, il ne faut pas parler d'eux autrement que comme des salauds, je veux dire, ça n'a pas grand intérêt. Si vous lisez toute la littérature sur l'origine du nazi, lisez ce livre qui s'appelle Le Dernier Civil, qui est un grand roman sur la montée du nazisme dans la société allemande. Bon, vous verrez que la question de l'espérance est centrale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir le courage d'affronter ce fait tout simple, qui est qu'aujourd'hui, je suis désolé, c'est pour ça que moi dans mon livre j'ai un chapitre entier où je compare, pour montrer les points communs aussi, les différences maximum, ceux qui sont partis en Espagne dans les années 30 et ceux qui partent en Syrie aujourd'hui, il y a des points communs, il y a aussi des différences énormes, mais on doit pouvoir se dire comment se fait-il qu'aujourd'hui la seule cause pour laquelle des milliers de jeunes Européens sont prêts à aller mourir, ça soit celle-là. Si on ne répond pas, si on répond à cette question en disant juste ces gens sont des salauds, ça ne veut pas dire du tout être complaisant, excuser, comprendre. Ça veut dire qu'on ne peut pas ne pas se poser cette question. Cette question, c'est qu'est-ce qui les met en branle, qu'est-ce qui les met en mouvement, qu'est-ce qui fait qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie. Il n'y a pas aujourd'hui d'autre cause pour laquelle des milliers de jeunes Européens sont prêts à aller sacrifier leur vie à l'autre bout du monde. Alors on peut juste être tous entre nous et dire c'est des salauds, et c'est super, ça fait du bien, mais je pense qu'on ne peut pas se contenter de ça. Et ça ne veut pas dire donc du tout excuser, être complaisant, etc. Je vous le répète, Christian Ingrao, quand il parle d'espérance nazie, n'est pas complaisant à l'égard du nazisme. Voilà. Donc, peut-être que ça humilie le mot espérance. Le problème, c'est pourquoi l'espérance en tant que telle, aujourd'hui, est humiliée du point de vue objectif et réel, au point d'être aussi violemment et cruellement et férocement récupérée par ce mouvement sans frontières. Je suis désolé de le répéter ainsi, mais voilà, ça n'est pas être complaisant, ça n'est pas comprendre, c'est juste essayer d'affronter la chose comme essayer de le faire Voegelin pour le nazisme à l'époque. Pour ce qui est, je ne veux pas avoir l'air de me défiler sur Badiou, Balibar, etc. Vous savez, vous avez terminé, Jacques, en disant la myopie de la gauche. Moi, mon livre est entièrement, ça s'appelle « Un silence religieux, la gauche face au djihadisme ». C'est un livre entièrement consacré à la myopie, au silence, à l'aveuglement d'une certaine gauche. Et si je me suis exprimé comme je suis exprimé aujourd'hui, c'est parce que moi j'aime bien les gens qui sont un peu à front renversé par rapport à leur propre tradition, à leur propre milieu. J'ai mis en exergue de ce livre une citation de Georges Bernanos, à nouveau, qui s'appelle, d'ailleurs, c'est sur l'espérance. Je sais ce que c'est, voilà, que l'espérance de Dieu, ça n'est pas rien. Voilà, l'espérance du royaume de Dieu, ça n'est pas rien. Bernanos, pourquoi je l'ai mis en exergue de ce livre? Parce que c'est quelqu'un qui a eu le courage, en 1936, de faire un pas de côté, d'aller à front renversé par rapport à sa tradition politique, qui était chrétienne, nationaliste et royaliste, et de dénoncer la complaisance de son propre camp pour les crimes de Franco. Moi, je trouve que cette tradition est belle. Partout où je m'exprime, j'essaie d'être à front renversé par rapport au public qui est le mien. Voilà.
Et j'ai été dans les publics d'ouvriers anarchistes, de gens du Bnei Brit, de gens de catholiques croyants, de défense de la laïcité. J'essaye toujours d'être dans cette tradition, on essaie de discuter et de ne pas juste chercher l'approbation de l'audience à laquelle on s'adresse. Pour ce qui est de Balibar et de Badiou, je vous signale, hein, alors moi j'ai eu 1000... oui, pardon. Avec Badiou, on a eu 1000, moi-même j'ai eu plein de choses très compliquées, etc., plein d'affrontements, etc. Enfin, c'est compliqué. Badiou est aujourd'hui le philosophe français le plus lu et le plus traduit à l'étranger. D'accord ? Donc, il n'est pas question un instant, pas un instant, de dire que dans les colonnes du Monde, il devrait être interdit de... Voilà, donc bah oui, vous avez dit, vous donnez des pages entières à Badiou. Ne faisons pas le débat, voilà. juste... Non, mais la question a été posée, je ne veux pas avoir l'air de terminer vos propos. Ben, je vais terminer mes propos. Balibar, je voudrais vous dire que... Alors d'ailleurs, Badiou, vous avez dit c'est un vieux stalinien. Non, c'est plutôt un vieux maoïste, pour être précis. Et pour ce qui est de Balibar, sachez que Balibar, c'est compliqué aussi, Balibar. C'est-à-dire que Balibar, c'est quelqu'un qui est effectivement issu de la tradition marxiste, qui effectivement a des positions hostiles à Israël, mais qui bouge beaucoup, par exemple, et qui a écrit au lendemain, le lendemain des attentats de janvier contre l'Hypercacher et Charlie Hebdo, il a écrit des lignes absolument qui auraient été impossibles à envisager avant ces attentats, sous la plume d'un quelqu'un comme Étienne Balibar, donc vieux marxiste, etc. Dans Libération, il a écrit « Notre sort repose entre les mains des musulmans ». Et en disant cela, il a dit quelque chose, c'est-à-dire qu'il a dit « Moi, marxiste, je considère effectivement qu'on ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas. Je considère effectivement qu'il y a ce front interne à l'islam entre ceux qui veulent en faire une grimace sanglante et ceux qui veulent en faire je suis obligé de vous interrompre pour des questions de logistique. Je voudrais juste dire un mot pour terminer. Voilà. J'espère que je n'étais pas visée par les effusions politisantes qui consisteraient à dire les islamistes sont méchants et s'en arrêter là, puisque j'ai écrit pas mal de choses là-dessus qui ne se réduisent pas à ça. Personne n'a besoin d'être éclairé sur le fait que les islamistes sont méchants, qu'il y a des gens qui sont assassinés, qu'il y a des gosses qui sont butés à bout portant. Personne n'a besoin d'explications là-dessus. C'est là, on le sait. Et il faut juste, par contre, beaucoup de circonvolutions pour faire comme si il faudrait ne pas voir ce qu'on est en train de voir, ne pas accepter ce qui est en face de nous. Et l'histoire des valeurs, pour moi, me paraît tout à fait fondamentale là-dessus. Si les valeurs, ce n'est pas un supplément d'âme, les valeurs, encore une fois, c'est ce pourquoi des millions de gens se battent partout, se sont battus à travers l'histoire. C'est ce que nous envie le monde entier. Si une certaine gauche, aujourd'hui intellectuelle, continue avec cette espèce d'affadissement, d'affaiblissement des valeurs, d'accord ? Avec cette confusion des valeurs qui a vu, par exemple, triompher un Stéphane Hessel, qu'on a mis donc comme le bien incarné. Alors même, je veux dire, ce sont nos valeurs que l'on doit défendre, pas seulement comme bouclier, mais aussi comme glaive, évidemment. Quand on connaît, par exemple, l'origine de l'engagement des islamistes, ce serait encore un grand débat, mais on le sait, des psychologues sont sur le terrain, etc. L'antisémitisme, la jouissance mortifère, le viol des petites filles est à l'origine parfois de leur engagement. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Merci. Bon. Merci. Merci à vous. Finalement, à ces questions... Qui sont les alliés en démocratie de l'islamisme ? Eh bien, nous y avons répondu. Il s'agit évidemment des ennemis de la démocratie. On les a pointés du doigt, les frères musulmans. Il s'agit d'hommes politiques complaisants, certains maires qui vont mettre des portraits de terroristes sur leur commune, qui acceptent des manifestations BDS dans leur commune. Bon, bref... Je vois que tout le monde y va. Voilà. Allez, on est en retard. N'oublions pas la politique du président du CRIF, tolérance zéro avec tout cela. On doit souligner le mot du président Francis Khalifa. Je termine, ça ne sert à rien.